Concrètement, j'écris beaucoup. Je vois tous les plus, les moins pour chaque scénario et et je et je vais suivre vraiment la décision la plus, raisonnable. Je souris parce que j'avais cette discussion dans une autre vidéo, mais la décision la plus raisonnable, mais souvent, je ne suis pas du tout raisonnable et je suis mon instinct. Et j'avais 26 ans quand j'avais été promue, à ce poste. C'était un poste qui était principalement, tenu par des gens qui en général avaient une cinquantaine d'années. Donc j'étais vraiment la plus jeune. J'étais très ambitieuse, très déterminée, très, fière d'avoir eu cette promotion si jeune. Et je l'ai vu dans les faits quand j'étais justement, dans les séances de chimio que j'ai accompagné ma maman, que j'ai vu toutes ces guerrières. Plus de 40% des cancers peuvent être évités juste avec notre hygiène de vie. Hello, c'est François. Bienvenue sur Pourquoi, le podcast où je plonge au cœur des décisions qui façonnent nos vies professionnelles. Laissez-moi vous poser une question. Vous êtes-vous déjà retrouvé face à cet instant où tout peut basculer ? Cette fraction de seconde où un simple choix pourrait non seulement redessiner vos vies professionnelles, mais aussi vous aider à mieux travailler, créer, avancer avec efficacité. Moi, oui. Et c'est exactement ce que je propose d'explorer ici. Dans chaque épisode, avec des invités, entrepreneurs, artistes, penseurs, j'essaye de lever le voile sur les mystères de nos choix. Pourquoi prenons-nous certaines décisions et pas d'autres ? Comment ces décisions influencent-elles notre capacité à gérer le temps et nos priorités ? Et surtout, comment pouvons-nous les utiliser pour booster notre productivité et avancer vers nos objectifs ? Avec mes invités, je décrypte non seulement leur motivation profonde, mais aussi leur stratégie concrète pour faire des choix. Mon objectif ? Vous aider à réfléchir différemment et à trouver vos propres clés pour une meilleure prise de décision. Alors, prêt à plonger avec moi dans cette incroyable aventure ? Comment vas-tu ? Très bien, François. Super. Eh ben, merci d'accepter l'invitation sur Pourquoi et bienvenue. Merci. Comme on en discutait là très très rapidement, tu te posais des questions quand je t'ai proposé de venir sur le podcast, tu te posais des questions de savoir si tu étais une fraude. Je vais reprendre ton terme parce que je trouve ça vachement intéressant et c'est un point qu'on va éclaircir dans le podcast. Mais je suis sûr que, Sophia, on a plein de choses à se dire sur la prise de décision parce que quand j'ai vu ton parcours, je me suis dit, il y a des choses à discuter. Donc, j'en suis... Pourquoi pas ? Voilà. Mais avant de rentrer dans le sujet, parce que bon, j'aimerais bien rentrer directement dans le sujet, je vais quand même te proposer de te présenter. Qui es-tu, Sophia ? Ah ouais, je commence avec la question la plus intense. Ah, il y a Qui suis-je ? ouais. Il y a une deuxième qui est pas mal aussi, tu vas voir. Waouh. Écoute, une femme qui aspire à avoir un impact positif, à laisser une trace, si je puis dire, et toucher du bout du doigt la vie des gens en ayant fait du bien. C'est peut-être un peu très deep direct, mais c'est la première idée qui me vient. Mais c'est très intéressant parce que tu vois, et ça rejoint la deuxième question que je voulais te poser. Je vais te la poser direct, comme ça tu vas voir le lien. Je vais te demander ce que tu fais dans ta vie professionnelle. Alors, dans ma vie professionnelle, je monte une marque de compléments alimentaires pour femmes concernées notamment par le papillomavirus. À force de le dire, ouh, mais pas que. Voilà, vraiment d'accompagner les femmes pour prendre leur santé en main, devenir actrices de leur santé. Ok. Et c'est intéressant parce que tu vois, j'aime bien poser ces deux questions et la manière dont tu t'es présenté est très intéressante parce que souvent, on a une image de l'extérieur. C'est ce que je dis régulièrement sur le podcast et j'aime bien avoir cette discussion parce que pour moi, je te voyais comme une entrepreneuse, une femme qui a un certain nombre d'expériences professionnelles et qui aujourd'hui monte une boîte. Et tu vois, quand tu te présentes, c'est très intéressant parce que ça donne une autre image de ce que tu es, comment tu te vois. Et je trouve ça particulièrement intéressant parce que ça montre des différences d'image assez flagrantes. Voilà. C'est pour ça que j'aime bien poser ces petites questions. Mais
Mais peut-être parce que, enfin, je me permets de rebondir Vas-y, je t'en dessus. prie. Souvent, quand on pose la question, alors, toi, elle était quand même particulièrement orientée parce que c'est qui es-tu qui est quand même très deep. Mais souvent, quand on te dit qu'est-ce que tu fais dans la vie et on répond tout de suite par en fait, par son projet pro. Et qui es-tu? Souvent, on dira bah, moi, je suis directeur de ci, je suis médecin là. On se définit souvent par Au son, métier. son métier, par son statut social, parce que tout de suite, voilà, ça donne le là. Et je pense que justement, en étant sortie du salariat et aussi par mon chemin personnel, j'ai réalisé à un moment que qu'on n'était pas défini justement par son job. Et quand on arrive à sortir de ça, il y a quelque chose d'intéressant qui arrive. Et là, on peut commencer vraiment à suivre sa vraie mission de vie, si je puis dire. Et à quel moment, toi, tu as eu ce déclic de dire, «Ah bah, en fait, la vie professionnelle ne me définit pas dans mon entièreté»? Mm. Bah, tout simplement, lorsque j'ai euh, perdu, je pense qu'on peut dire ce mot, hein, aujourd'hui, un de mes premiers emplois, qui était, donc j'étais Global Director of Sales dans un grand groupe chez Hyatt, hein, dans l'hôtellerie. J'avais 26 ans quand j'avais été promue à ce poste. C'était un poste qui était principalement tenu par des gens qui en général avaient une cinquantaine d'années. Mmh. Donc j'étais vraiment la plus jeune. J'étais très ambitieuse, très déterminée, très fière d'avoir eu cette promotion si jeune. Et donc je me donnais comme pas possible, tu vois. Et on avait des super résultats avec l'équipe et c'était génial. Et j'ai des souvenirs incroyables. Je voyageais partout dans le monde, c'était fou. Mais à ce moment-là, en fait, mon job consistait notamment, enfin sans rentrer dans les détails, à négocier les deals avec les acheteurs du CAC 40. Donc en gros, je négociais des deals à plusieurs millions avec les directeurs des achats, des CPO, Chief Procurement Officer. Et ces gens-là, en fait, ont l'habitude d'être constamment courtisés par les top sales. Mmh. Et surtout quand tu es en hôtellerie, donc voilà, il y a un côté un peu, tu les fais rêver, tu les invites dans des super restos gastro, tu les surclasses dans des hôtels incroyables, parce que voilà, il faut qu'ils découvrent l'expérience. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, je pensais que c'était incroyable. J'avais des messages tous les jours: «Ah Sophia, je pars là, tiens», et je me disais: «Ah super», je crée tu vois, des liens très forts avec ses clients, pas amical, ça reste professionnel, mais tu vois, un truc très fort: «Ah, je parle avec mon conjoint, je fais ci». Mais le jour où je n'avais plus ce poste, j'ai réalisé que je n'avais plus de messages. Mais oui, j'avais plus non plus le pouvoir de les surclasser, tiens. Et ce jour-là, ça a été très dur parce que j'ai réalisé que je n'étais pas appréciée pour qui j'étais, Mmh. mais pour ce que je pouvais apporter. Et en fait, ça a été dur, très dur parce que déjà j'avais plus de job, et en plus, je me retrouvais, parce qu'il y avait un nouveau management qui était arrivé, c'était très compliqué, enfin bon, ça c'est encore d'autres choses. Hem, mais du coup, il y avait une vraie remise en question de se dire: «Mais finalement, ça veut dire que si j'apporte pas quelque chose aux autres par mon job, en fait, on pense pas à moi. Mmh. En fait, je sers à rien». Et du coup, c'est-à-dire quoi? Donc c'est-à-dire que si j'ai pas de job, je suis rien? Ce qui n'est pas vrai. Exactement. Et c'est là où quand tu commences vraiment à plonger, bien profondément dans la piscine, qu'à un moment, ben, en fait, ben non, il y a peut-être autre chose. Mmh. Et là, faut aller creuser. Profondément, ça fait un peu mal, même beaucoup, mais de se dire que c'est peut-être pas que ça, c'est pas que notre statut qui nous définit. Et je suis très heureuse d'avoir vécu ça à 26 ans parce que j'ai vu par la suite, des gens qui ont vécu ça, notamment au moment de la retraite. Et des gens qui l'ont qui n'en sont pas revenus. Des gens qui meurent, rapidement Mmh. après la retraite parce que finalement c'est une deuxième mise à mort sociale. Et donc voilà, je pense que la vie nous offre, des fois des choses, des challenges sur le chemin qui peuvent être utiles pour se révéler. Oui, parce que tu mentionnes effectivement ces expériences et c'est vrai que pour beaucoup de gens, et pour le vivre un peu en ce moment, enfin moi directement, mais des proches, c'est vrai que la partie, passage à la retraite où la vie professionnelle nous a définis pendant 30, 40 ans, Mmh. peut être parfois brutale parce que du jour au lendemain, on a plus de sollicitations, plus les mêmes sollicitations, Mmh.
on est plus stimulé de la même manière et se dire: «Bon, bah, oui, je suis retraité. Ah oui, bon, ça change des choses effectivement». Et c'est pour ça que je trouve très intéressant comment tu te définis, je reviens sur ça, avec, quand tu dis que tu es une femme qui souhaite avoir de l'impact. Ça, c'est pas un discours qu'on entend très régulièrement, en fait. C'est même dans le côté un peu français, dire qu'on veut avoir de l'impact, avoir des ambitions aussi fortes, et moi je trouve ça très, très bien. Je trouve qu'on cache trop les choses. Comment tu quand toi tu l'annonces comme ça, quelle est la réaction tu vois, en face de toi? Alors même quand tu le dis comme ça, je me dis: «Non mais vraiment n'importe quoi, qu'est-ce que j'ai utilisé comme mot? L'impact, qui tout le monde veut avoir de l'impact, c'est-à-dire quoi avoir de l'impact?» Ah, il faut être beaucoup plus, concret si je puis dire. Non, bah, écoute, alors moi je vais te dire, j'ai fait, une partie de mes études, j'ai passé une partie de ma vie dans les milieux anglo-saxons, donc que ce soit à Londres, que ce soit à Boston, à New York, donc du coup j'ai un peu ce côté, American way qui fait que j'ai pas peur de dire les choses et let's go for it, you know? Mais d'ailleurs, faut arrêter avec ces franglicismes, Sophia. Bon, moi je suis pas très attaché à mais vas-y, fais-toi plaisir. Non, mais du coup, c'est vrai que j'ai jamais eu peur de dire les choses, j'ai jamais eu peur de mes ambitions. J'ai peut-être eu peur d'être moi-même, à un moment, parce que justement, je voulais rentrer dans un cadre, je croyais que, voilà, quand on est hôtellerie, on habille en noir, on est gants, quand on est financier, on fait ci, quand on est tu vois? Chacun a un peu son rôle, quoi. Heu et ça, c'est je crois que finalement, on a de l'impact quand on est soi-même. Heu, Voilà. Là, je crois que ouais, c'est là qu'on est c'est quand on est vrai. Parce que du coup, ça fait écho chez les gens. Parce que du coup, on touche vraiment les cœurs. mmh, mais c'est je vais mettre des choses en parallèle parce on reste dans l'univers professionnel. C'est pas des discours, et on passera sur le sujet, mais c'est pas des discours que tu vois? Je suis un peu étonné en fait. Je vais être très franc, j'ai un peu du mal à rebondir parce qu'en fait, je trouve ça hyper pertinent, mais surtout c'est pas des discours qu'on entend tout le temps et ou bon, dans certains milieux, mais bon bref. Et je trouve ça, très rafraîchissant, tu vois? D'entendre dire ça et je me dis: «Bah, ouais, c'est vrai, tiens». Alors qu'on est souvent sur des apparences, des choses comme ça, en fait, la plupart du temps. Mmh. Mais tout le monde, enfin tout le monde, la majorité des gens se drapent dans un rôle, que ça soit celui qui fait ses posts sur LinkedIn, celui qui, ou pour courir derrière un objectif bien, particulier. Après, je crache pas sur l'argent, hein, quand voilà, les gens qui disent: «Bon voilà, moi mon objectif, je fais des posts, il y a une stratégie, je parle de ci parce que derrière je vais vendre, là je vais parler un peu de ça pour attirer le monde». Enfin, tu vois, c'est très même un podcast en fait, il y a voilà, il faut que je pense aussi pour mon audience, qui je vais amener comme, comme sponsor. Enfin, évidemment, mais en vrai, je pense que, la seule chose qui fonctionne vraiment, c'est d'être soi avec une mission claire. Alors moi, voilà, moi, c'est vrai que mon chemin a fait que, j'ai décidé de participer à aider les femmes, mais les hommes également, hein, à devenir vraiment acteurs de leur santé. Mmh. Mais la vraie mission derrière, c'est devenir acteur de sa vie. C'est Prendre en main. de se prendre en main, de pas se laisser, conditionné par quoi que ce soit. Je pense qu'à tout moment, on peut rebondir. Il est jamais trop tôt ou trop tard. Ouais. Et toi, comment tu as fait cette bascule un peu de tu me disais, enfin, tu disais, être passé dans tu as eu une expérience professionnelle, notamment dans l'hôtellerie. Hem, Maintenant tu as cette vocation, cette envie. Comment tu as fait la bascule, toi? Quel a été le moment charnière qui t'a fait dire: «OK, là, faut que je change»? Mmh. Alors moi, il y a eu la j'allais dire la déclaration de guerre, mais l'annonce du cancer de ma maman OK. qui a été, un véritable, électrochoc. Voilà, parce que dans ma famille, c'est un mot qu'on prononce pas, parce que ça fait peur, et que, les choses, qu'on ne dit pas n'existent pas et puis le jour où ça tombe, ah bah, là, c'est très présent. Hem et du coup, c'est arrivé à un moment dans ma vie où j'avais enchaîné mes 2 grossesses assez proches et j'avais découvert en même temps la difficulté, heu,
que peut être le fait de devenir mère dans le milieu professionnel. Mmh. C'est-à-dire qu'à aucun moment, je m'étais dit que être mère aurait pu être un frein. Au contraire, pour moi, Mmh. on peut tout être, on peut tout devenir. Enfin, il y a pas de limite Ouais. en tant que femme, en tant qu'homme. Mais en tant que femme, voilà, on a cette capacité de la vie, super. Mais en même temps, on peut également être présidente, on peut être CEO d'une boîte. Enfin, il y a pas de limite. Et j'ai découvert que pour d'autres personnes, bah, quand même, tu vois, il y avait ce truc: «Ah mais non, mais du coup, ces comptes, voilà, on va plus l'international, ah c'est peut-être un peu compliqué maintenant que tu allaites». Enfin, tu vois, Mmh. un petit peu sous couvert de bienveillance, mais qui en fait te tue à Mmh. petit feu en tant que jeune mère. Parce que moi personnellement, alors certaines, voilà, veulent rester à côté de leurs enfants, longtemps et c'est super. Et moi en plus j'avais le covid, donc j'ai eu la chance, la bénédiction de passer énormément de temps avec mes enfants. Mais il y a un moment où je n'attendais que ça, de reprendre le boulot. Je trépignais, tu vois? J'avais hâte de remettre mes talons, de ressortir, de me faire, enfin voilà, tu vois? D'être au contact du milieu professionnel et de voir les clients, le challenge. Et en fait, j'ai vraiment eu cette sensation bah, que les choses avaient changé et qu'il y avait ouais, un vrai, plafond de verre. Et ça a été, très dur pour moi. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit: «Ben, OK, très bien, donc tu es en pilote automatique, parfait. Là, ta zone de confort, tu es très, très confort, au niveau pro, j'entends, Ouais. hein». Et bah, du coup, utilise ça comme une opportunité pour développer toutes les autres choses que tu as toujours voulu faire. Et c'est comme ça que finalement, bah, j'ai pu, heu voilà, avec mon rôle d'aidante, être présent pour ma mère, être entourée de tout ce milieu médical. Et puis finalement, de fil en aiguille, le projet House of Freya pour aider les femmes justement à faire de la prévention, notamment dans le cadre des papillomavirus, c'est devenu une évidence. OK. Avant de venir sur cette expérience-là, je voudrais, c'est pas faire un bilan, mais c'est qu'est-ce que tu retires de ton expérience professionnelle? Parce que tu as quand même été sur des postes assez importants d'un point de vue hôtellerie. Qu'est-ce que tu en retires d'un point de vue un peu décisionnel, de gestion, de management, de choses comme ça? Toi, si je veux faire un bilan aujourd'hui là, Mmh. sur ton expérience, sur ces points-là, quelles seraient tes principales, choses? Alors, moi, j'ai eu la chance de connaître l'expérience en start-up. Start-up qui était Mmh. déjà, on va dire, start-up, 20 personnes, scale-up 200 personnes et slow-up quand on s'est fait intégrer dans un grand groupe. OK. Donc déjà cette expérience-là est différente de l'expérience grand groupe établi, avec plusieurs centaines de milliers de salariés, et qui est encore différente du, start-up, from scratch que j'ai avec House of Freya. Donc concrètement, moi, ma vision, c'est que quand tu es un salarié, on va partir du plus grand, d'un grand groupe, tu as l'impression d'être, voilà, lors de la réunion, il faut que je présente ça, je vais proposer ça. Mais en vrai, ta décision, ne va, j'allais dire, rien changer, mais oui, je crois qu'on peut dire, ou pas grand-chose. Parce qu'en vrai, il y a des tels processus décisionnels qui sont mis en place, que de toute façon, ça va être au niveau du management, de la strate, au-dessus, au-dessus, au-dessus. Et finalement, et même au conseil d'administration, voilà, les grandes lignes vont être mises en œuvre. Mais je trouve que on n'a pas beaucoup de pouvoir. Tu es un rouage, et puis finalement, le jour où, en plus, tu vois, il y a des rouages derrière nous, le jour où tu enlèves le Oui. rouage, on en met un autre, et puis la machine continue. Et d'ailleurs, même si ton rouage, il s'arrête parce que quelqu'un est en congé mat, fait un burn-out, ou il est en maladie, ou tu vois ce que je veux dire? Ouais. En vrai, tu es là, tu pas là, ça tourne, Mmh. ça tourne. Et donc d'un côté, c'est très rassurant parce que Oui. finalement, bah, voilà, ta décision, bon, on te donne peut-être une petite impression que ce que tu dis est important, mais bon, la vérité, c'est que la machine tourne, show must go on, tu vois? Donc ça, c'est mon expérience du salariat dans les grands groupes, et qui quelque part est assez, confortable, je Mmh. dirais. Mais voilà, du coup, on réalise qu'on n'a pas beaucoup d'impact. Mmh. Ensuite, quand on est dans on va dire la scale-up, là, c'est intéressant parce que du coup, nos actions peuvent vraiment avoir un impact, concret. Parce qu'on n'est pas nombreux, parce que, bah, concrètement, si tu essayes et que tu rentres un grand compte, bah, on le voit. Et que concrètement, moi, je sais que voilà, quand je signais un grand compte,
comme l'Organisation mondiale de la santé à plusieurs millions, ben derrière, ça nous permettait d'embaucher 5 personnes. Et que donc, du coup, tu vois, tu as un véritable impact. Moi, je me disais, waouh, putain, mon job de sales a permis de générer de la valeur, a permis de créer de l'emploi ici, tu vois, à Levallois, dans les bureaux. Et, et apporter vraiment de la valeur, avoir un impact. Mm. On y revient, tu vois. Ouais. Sentir que tu as un impact, tout en étant quand même confort, parce qu'en vrai, ok, tu participes à donner à augmenter la valorisation de la boîte, mais bon, il n'empêche que tu restes un salarié. S'il y a quoi que ce soit, enfin, tu vois, tu vas pas passer les nuits blanches. C'est pas ton argent qui est, c'est qui est mis en hypothèque, donc ça va, tu vois. Donc intéressant à ce qu'est le. Et la start-up, où là pour le coup tu mettais le petit denier, Effectivement. voilà, et bien avec House of Rhea notamment, bah là c'est encore autre chose parce que du coup bah, les fameuses nuits blanches là tu les vis Ouais. et alors tu as un véritable impact, mais c'est vrai que tu es dans une position où l'inconfort devient le quotidien, Mm. où constamment tes décisions vont tout changer. Est-ce que ta boîte va, voilà, comment tu te structures? Est-ce que tu vas faire cette vente? Enfin, tout tout ne repose que sur tes épaules et ça, C'est c'est encore une autre aventure. Il faut être ouais. bien équipé. Ouais, et puis l'analyse, effectivement, je suis complètement d'accord. Et effectivement, pour moi, il y a et on n'est pas là pour dire que c'est bien ou mauvais, hein. Je pense que toi aussi, c'est un peu ton discours. C'est dire, voilà, il y a différentes typologies. Et puis, il y en a qui sont confortables. Effectivement, aujourd'hui, je suis salarié, c'est très confortable. Et le salaire arrive en fin de mois, je suis très content. Quand tu as ta boîte, c'est l'inverse. Bon, bah, tu as presque payé les autres d'abord avant de te payer toi et des choses comme ça. Donc, ça peut être, même si c'est pas quelque chose que je conseille quand même. Mais ces différents statuts, c'est vachement intéressant aussi parce que tu mets en avant un peu l'importance de la décision. Chose que moi, je parle quand même peu sur ce podcast, mais c'est l'importance ou l'impact de la décision que tu prends. Ou effectivement, en fonction de l'écosystème dans lequel tu es, bah, tu as plus ou moins d'impact en fait. Donc c'est très intéressant. Je vais passer sur House of Rhea. J'ai envie de te demander pourquoi, tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est un métier, enfin un domaine. Alors, je vais te donner mon appréciation, hein, tu me diras, peut-être tu auras une autre approche, qui est du domaine du médical ou paramédical, donc très compliqué. Compléments alimentaires qui peuvent avoir parfois des mauvaises réputations. Papillomavirus, qui est une maladie plutôt confidentielle, même si tu me diras, hein, ça change. Pourquoi? Tu vois, quand je fais le tableau comme ça, alors j'exagère volontairement, je brosse un tableau un peu avec beaucoup d'embûches, mais j'ai envie de comprendre pourquoi toi tu y vas. Parce que je n'avais pas le choix, Ok. tout simplement. C'était quelque chose qui était vraiment viscéral, qui me réveillait la nuit. Hmm. Tu vois, quelque chose qui me disait lève-toi et fais-le. Lève-toi, ma fille, et vas-y. Un truc qui était, ouais, qui était plus grand que moi et du coup, en fait, j'avais pas le choix. C'est-à-dire que franchement, ça a duré des années cette histoire, hein. J'ai quand même, ce projet, je l'avais déjà, il y a enfin, tu vois, ça remonte presque 2019. Mais tu vois, ça a maturé, j'étais en poste et puis, ah bon, c'est voilà, tu vois, c'est peut-être juste un truc comme ça dans ma tête. Mais de fil en aiguille, c'est devenu vraiment une évidence et voilà et puis en effet, c'est quelque chose de confidentiel, de tabou, Mmh. mais qui touche 8 personnes sur 10, donc quand même Oui. pas si tabou que ça en vrai. Termine dans les Voilà, discussions, on va c'est dire, ça, c'est on n'en ça. parle pas, mais ça touche beaucoup de monde. Et puis surtout, tu parles alors oui, c'est vrai que, voilà, il y a le côté médical, mais il y a surtout aussi le côté prévention et bien-être, tout Mmh. simplement, de prendre, soin de soi avant que la maladie, arrive, si je puis dire et nous, c'est vraiment notre credo, tu vois? C'est d'être là, en amont, de s'éduquer, d'avoir une bonne immunité parce que justement, en fait, avec une bonne immunité, dans la majorité des cas, c'est transitoire, ça part, et c'est complètement notre credo et c'est, ouais, c'est d'avoir une approche en fait, en France, on va souvent venir pour, on va voir un médecin pour réparer un symptôme, si je puis dire.
dire voilà, ok, j'ai ce problème, on me donne un médoc et c'est réglé. Dans les pays anglo-saxons, notamment aux États-Unis où la couverture sociale n'est pas aussi bonne que la nôtre, c'est très différent. On va beaucoup plus agir au niveau de la prévention pour finalement s'assurer de rester en bonne santé. Mmh. Et, et je crois que c'est quelque chose qui rentre tout doucement chez nous, vraiment de prendre soin de soi en amont. Voilà. Ouais, OK. L'approche est, effectivement, différente. C'est vrai que la logique qu'on pourrait avoir, hein, tout à fait, ouais. C'est intéressant parce que ça fait plusieurs fois que tu le mentionnes et je tiens à le noter, tu as vraiment une approche, très anglophone, enfin très ce que tu disais à un moment, hein, que tu as de par tes différentes expériences et en fait, tu amènes une autre vision, enfin, toi, tu portes une autre vision de l'approche du bien-être, en fait. Mmh. Mmh. Ce qui est, ce qui est un challenge. Il doit y avoir beaucoup Ouais, d'évangélisation à faire. bah, énormément et puis surtout au niveau du papillomavirus parce qu'on n'en parle pas du tout. Mmh. Donc du coup, c'est un gros sujet et c'est pour ça qu'on en parle beaucoup, qu'on essaye de communiquer un maximum sur ce sujet, et voilà et qu'en fait renforcer son immunité, c'est prendre soin de soi de manière générale. C'est arrêter le tabac complètement, c'est, mieux dormir, c'est mieux gérer son stress, c'est mieux se nourrir, c'est faire du sport. Finalement toutes ces choses, dont on nous parle mais qui et je l'ai vu dans les faits quand j'étais justement, dans, dans les séances de chimio que j'ai accompagné ma maman, que j'ai vu toutes ces guerrières, 40 plus de 40 des cancers peuvent être évités juste avec notre hygiène de vie. Mmh. Ah oui, autant. Plus de 40. Tu vois? Juste avec ce que tu manges, que tu respires, comment tu t'habilles, enfin Oui. et en fait, on a un boulevard devant nous et il faut juste s'éduquer, savoir: «Bah, tiens, je prends pas cette poêle. Ah bah, tiens, je mange plutôt ça. Ah bah, tiens» et nous, on participe à notre niveau, avec notamment des compléments, mais pas que, avec les communautés, avec, l'éducation pour donner, tous les bons conseils, pour améliorer justement son hygiène de vie et vivre, longtemps et sereinement et sainement, voilà. Tout ce qu'on peut souhaiter, pour la plupart des gens. Bah, surtout, ouais, il y a une Tout hausse le monde. drastique des Mmh. cancers, notamment chez les jeunes, Mmh. donc oui, il y a un vrai sujet. Ça m'amène, tu parles de bien-être et quand je préparais, notre échange, j'ai lu un de tes posts sur aussi l'importance de l'équilibre entre santé et travail. Mmh. C'est quelque chose qui, je pense, peut rejoindre le bien-être de ce que De toute façon, la santé mentale, oui, physique, enfin, complètement. ouais et je trouve c'est, pareil, tu vois, c'est pour ça que je suis très heureux d'échanger avec toi parce que c'est plein de sujets que j'aborde peu. Je l'ai abordé dans un dernier podcast d'ailleurs qui est sorti, on est quel jour? On est jeudi, qui est sorti hier, avec un influenceur, enfin un influenceur, quelqu'un qui fait des vidéos sur internet, un créateur de contenu, je vais être précis dans mes termes, qui, m'a amené aussi sur cette partie de santé et surtout de santé mentale, sur la prise de décision Mmh. et dire, pour lui, l'un des éléments les plus importants, c'était d'être, en bonne santé mentale pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Mmh. Ce qui est, ce que je trouve tout à fait logique. Ce qui m'amène là, Faut-il être en bonne santé physique pour prendre des bonnes décisions? à alors je pense, quoique, mais je pense que ça peut que y contribuer, c'est Mmh. sûr. Mais je trouve que c'est quand même 2 éléments qui sont très liés, en fait, Mais oui, complètement. complètement, quoi. Donc c'est très intéressant et j'en viens à ton parcours. Maintenant, ça fait 1 an et je vais dire des bêtises, 9 mois que House of Area est créé, quelque chose comme ça? Moins! Alors officiellement, ça fait depuis mai 2024. OK. On va fêter nos 1 an! Ah, des AFT. Bon, bah, joyeux anniversaire en avance. Pas encore, pas encore, Non, mais pas oui, encore, oui. oui. Mais quels sont aujourd'hui, toi, on a brossé très rapidement un peu le domaine dans lequel tu allais, qui est quand même pas facile. Quelles ont été les premières décisions que tu as pu prendre pour te dire: «OK, comment j'attaque ces problématiques?» Alors, heu, la la première décision, c'est de bien s'entourer.
de bien s'entourer d'un comité d'experts médicaux. Parce qu'en fait, moi, j'avais vraiment ce syndrome de l'imposteur, de me dire, mais en fait, toi, t'es une top sales, mais t'es pas médecin, t'es pas pharmacien, t'es pas biologiste. Enfin, du coup, pour moi, c'était très important de m'entourer de professionnels pour justement répondre à des questions vraiment techniques. Moi, j'arrivais avec un besoin clairement identifié, une volonté de trouver une solution. On avait les études scientifiques, on avait des choses qu'on avait. Enfin, en fait, j'ai demandé à mon père, qui est médecin à autorité de santé, de me chercher toutes les études cliniques qui existaient. Et je me suis entourée de tout un comité pour bah voilà, faire nos formules, pour s'assurer voilà, qu'on ait des vrais résultats concrets, qu'il y ait des bonnes synergies, qu'il y ait les bons dosages. Donc ça, pour moi, c'était très important. Une fois que ça a été fait, quand j'ai vu toutes les personnes qui nous entouraient justement dans le milieu médical par rapport à l'épreuve de ma maman et Mmh. qui m'encourageaient, qui me disaient: «Mais c'est génial, Sophia», les infirmières, les sages-femmes, tout, qui me disaient: «Mais c'est top, il faut le lancer, il faut le lancer, moi j'ai envie d'en acheter». Et puis toutes mes copines, 8 femmes sur 10, on a dit, hein, qui me disaient: «Mais attends, mais Sophia, mais c'est top». Moi j'avais réussi à éliminer mon papillomavirus et de là, je me suis dit: «Ben, en fait, le besoin il est clairement identifié, on a une réponse potentielle, hem, go, vas-y». Mmh. Mais j'ai eu besoin, avant de prendre la décision, d'avoir une sorte de confirmation du des gens qui m'entouraient, OK. tu vois? C'était puis, moi j'ai un truc très, comment dire? Bon père de famille par rapport à l'argent, où, je vais pas quelque part, si je suis pas certaine que ça va être un succès, en fait. Ouais. Ou en tout cas me donner les moyens pour que ce soit un succès parce que voilà, je suis pas trop du genre à dire: «Allez, on monte, on verra et puis sinon c'est pas grave, on remontera autre chose». Non, c'est que je quitte un CDI, la sécurité d'un CDI, pour quelque chose qui doit fonctionner. Ouais. Parce qu'on m'apporte vraiment quelque chose. Mmh. Et ce comité d'experts aujourd'hui, il est toujours existant? Il vous accompagne toujours? Mmh, bien Ouais. sûr, complètement. Et d'ailleurs, même avec nos clientes, elles peuvent prendre rendez-vous avec, justement un docteur en biologie qui va analyser leur prise de sang, voir, où il y a justement des manquements. Enfin, en tout cas, voilà, comment elles peuvent, quel type de compléments elles peuvent prendre pour les aider en fonction des voilà, des manquements qu'il Ouais. peut avoir. On a également toute une équipe de naturopathes, au bon marché, parce qu'on est au bon marché, Mmh mh. qui peut recevoir, nos clientes pour échanger justement, de manière plus large sur, leur nutrition. Et ça, c'est notamment, grâce à notre collaboration avec PEMLab. Et puis à côté de cela, qui est un magasin dédié à la santé féminine. Mmh. Heu, donc voilà, donc c'est vrai que et puis on a évidemment nos gynécologues, nos dermatos, nos, sages-femmes qui sont aussi derrière et à côté, mais c'est vrai que c'est un véritable travail d'aller, échanger avec, tous ces professionnels qui restent les prescripteurs numéro un, en tout cas sur ce sujet-là. Mmh. Mmh. Et si je passe, parce que là, ce que tu me disais, c'est que tu as quand même fait une validation, je veux dire, scientifique, médicale avant de lancer. Tu as validé le marché. Aujourd'hui, tu es en plein développement. Heu, je Comment toi, en tant que, chef d'entreprise, tu prends tes décisions aujourd'hui? C'est une bonne question. Comment je les prends? Ben, hem, concrètement, j'écris beaucoup. Je vois tous les plus, les moins pour chaque scénario. Et et je et je vais suivre vraiment la décision la plus, raisonnable. Je souris parce que j'avais cette discussion dans une autre vidéo, mais la décision la plus raisonnable, mais souvent, je ne suis pas du tout raisonnable et je suis mon instinct. OK. Et je sais que ça peut sembler un peu, loufoque dit comme ça, mais je suis intimement convaincue qu'on a, les meilleures réponses, on les a déjà en nous. Mmh. Donc voilà, donc j'ai un côté très cartésien, très chiffres, posé, voilà, ça c'est doit être mon background un peu scientifique. Heu, mais heu, mais à côté de ça, voilà, comme lors d'un recrutement, tu vois? Ouais. Je je vais avoir la grande vision de: «OK, il me faut quelqu'un, pour les ads, pour le community management, pour ci, pour ça». Donc j'ai un comment dire? Une vision globale, des les talents dont on a besoin.
Et ensuite, lors des échanges, voilà, il y a un minimum, on va dire le cahier des charges qui doit être rempli sur les compétences, mais je vais quand même aller à l'instinct, au feed parce qu'en vrai, Mmh. ce qui compte, c'est, tu vois, c'est ce qui habite la personne, c'est son feu sacré, c'est est-ce que cette personne a envie d'avoir un impact, que cette personne, elle est habitée comme nous de cette mission, elle a envie de grandir, elle a envie de, tu vois? Mmh. Mmh. Et pour moi, ça, des fois, ça peut avoir plus de valeur que juste une expérience, et quelqu'un qui est pas forcément habité. Mmh. Donc je suis beaucoup l'instinct. Mais ce qui est, je pense que tu serais étonné du nombre de personnes qui m'ont répondu exactement comme toi. Mmh. Et pas que des personnes qui, je veux dire des personnes qui sont concernées dans des grands groupes. J'ai interviewé des personnes avec 300 personnes, ils me disent: «Moi, c'est l'instinct». Donc je suis assez, et c'est pour ça que aussi que je fais ce podcast, c'est pour un peu, démocratiser cet aspect instinct. Mais en fait, si je traduis un peu tes propos, c'est que tu me dis instinct, mais c'est quand même un instinct qui est basé sur une analyse en amont et une expérience, que tu as déjà, qui est déjà quand même assez conséquente. Et donc en fait, c'est un instinct qui est déjà bien, formaté. Peut-être. Enfin formaté. Oui, l'expérience a fait que oui, j'identifie, plus vite peut-être Mmh. des red flags, des green flags, C'est ça, je vois un peu, c'est ouais. ça. Ce qui n'empêche pas après que la décision, soit bonne ou mauvaise, hein, ça c'est pas le cas parce que de toute façon, je suis convaincu que quel que soit, le process qu'on utilise, instinct, pas instinct, à un moment, on n'est pas toujours maître de la décision, enfin du bénéfice de la décision ou de l'impact. Est-ce que tu as, est-ce que tu es accompagné autour? Parce que souvent les dirigeants sont seuls ou considérés comme seuls. Est-ce que toi tu te fais accompagner? Tu as, alors je vais pas peut-être pas parler de conseil d'administration, mais des gens autour de toi qui t'accompagnent? En fait, je souris, je ris même. Non, mais je sais pas si tu vas couper tout ça ou pas, hein, Ouais. mais en fait, quand tu m'as dit: «Est-ce que tu es accompagné?» je souris parce que mon cœur immédiatement avait envie de te dire: «Mais évidemment que je suis accompagnée, tous Mmh. les jours je suis accompagnée». Mais peut-être parce que je suis très croyante Mmh. et que du coup, en fait, c'est ça que j'avais envie de te répondre, de te dire: «Oui, je suis accompagnée» et je sais que dit comme ça peut sembler complètement loufoque, mais mais ces mots, en tout cas, peut-être feront sens à la personne qui les entendra et donc oui, je ne suis pas seule parce que je me sens accompagnée. Pour moi, c'est une force. OK. Mais à côté de ça, qui est dans mon fort intérieur, parce que c'est quand même, voilà. En effet, j'ai une associée qui s'appelle Sarah, OK. un ange à côté et et qui est top, qui a monté une boîte, qui s'appelle WAMB, qui était 3 étages dédiée à la puriculture, dans le OK. sentier. Elle avait, 20 employés, enfin, donc elle a une expérience déjà vraiment du Mmh. retail, qu'elle a revendu. Elle a fait une très belle exit et ça c'est et donc voilà et donc Sarah, c'est vraiment chouette parce on se retrouve, régulièrement pour vraiment faire des points stratégiques Mmh. sur, voilà, sur, bah, justement dans ces fameux moments de prise de décision. Mmh. «Tiens, j'hésite sur ci, sur ça, qu'est-ce que tu en penses? Ah ouais, on pourrait faire ci». Donc ça, c'est très agréable d'avoir un associé avec qui échanger, pour les décisions, on va dire, clés et ou quand j'ai un doute, mais bon souvent, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Ouais et puis sinon, je suis également accompagnée par, des experts dans différents domaines, tu vois? Que ça Ouais. soit d'un point de vue comptable, d'un point de vue, voilà, avec, la R&D, avec le labo, avec, voilà. Donc en fonction des différents départements, Mmh. j'ai des gens bien plus talentueux que moi qui m'accompagnent, dans chaque, département. OK. Et Mais petit aparté, je serais ravie d'avoir, des noms de, super mentors, pour, des entrepreneurs qui ont un peu multi-casquettes et qui te disent: «Mais attends, vas-y, je vais te faire gagner du temps, tu fais ci, ça, 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 ça». Ah OK. Je suis prête à payer très cher pour ça. le message est passé, donc si vous en connaissez, n'hésitez pas. Je vais avoir une dernière question, qui est, si tu devenais donner, et c'est là où je reviens, sur ce qu'on a commencé, qui est, le mot fraude, et tu vois, pour moi que tu viens de J'ai même dit dénoncer. plus que fraude, j'ai dit Oui, entourloupe. ouais, et mais qui pour moi, tu vois, tu viens de démontrer par ton expérience et la manière dont tu l'expliques, qu'il y a pas du tout de fraude en fait, donc sur ça.
Et je vais même pousser le vice un peu plus loin et te demander si tu devenais donner, en fonction de ton expérience, ton activité d'aujourd'hui, 1, 2, 3 conseils, le nom que tu veux, mais un sera déjà très bien, sur soit la prise de décision ou un élément que toi, tu aurais aimé entendre. Qu'est-ce qu'il serait? Quand vous avez une décision clé à prendre, faites silence et écoutez votre voix intérieure. Coupez-vous du bruit environnant. Souvent, on a la vraie réponse, elle est dire non. Je crois que c'est important de savoir faire silence et de vraiment s'écouter. Vraiment. Ce qui est, je tiens à le souligner, extrêmement dur. Parce que souvent, on est entouré de bruit, et souvent c'est positif, mais à un moment, effectivement, je te rejoins, où le moment où il faut prendre une décision, c'est ce point crucial, très compliqué. Donc, très très bon conseil, enfin, pour moi, mon appréciation. Le silence détient beaucoup de réponses. Super. Et ben, je crois qu'on va s'arrêter sur ce conseil. Merci beaucoup, Sophia. Merci à toi. Et puis, je vous dis à très vite. À très vite. Je vais par un non. Ça va peut-être rester aussi. Allez, à très vite. Waouh, un épisode bien riche, comme d'habitude. Tellement riche que je vous propose de faire un petit débrief pour retirer les quelques éléments que moi j'ai retenus et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Allez, le petit débrief. Alors, l'échange avec Sophia, j'en retiens 3 points. 3 grands points qui m'ont marqué et qui, j'ai envie d'utiliser ce mot, débordent de la personnalité de Sophia. Premier point, c'est l'importance d'écouter sa voix intérieure. Effectivement, Sophia l'exprime, on est dans un monde bruyant, avec beaucoup de bruit autour de nous. Des fois, savoir faire silence peut révéler la réponse qu'on a en nous. La décision qu'on a presque déjà prise. Deuxième point, c'est l'entourage. J'en ai déjà parlé dans les podcasts. C'est un sujet que j'aborde régulièrement avec mes invités. Le fait de s'entourer des bonnes personnes, d'être soutenu par des professionnels est important. La difficulté, bien sûr, étant de trouver ces bonnes personnes. Surtout qu'elles peuvent changer en fonction des lieux, des moments et des décisions à prendre. Et troisième point, c'est comment l'expérience vient nous éclairer. Comment l'expérience vient compléter notre instinct. Parfois, même si les chiffres et les analyses sont essentielles, l'instinct, même si on peut le décrier, mais même si on peut dire qu'il est soumis à des biais, des choses comme ça, c'est quand même quelque chose de très essentiel qui peut nous guider sur des vraies décisions. Voilà les 3 points vraiment techniques que je retiens de mon échange avec Sophia. En plus, ce fut un moment super agréable, un super échange. Que du positif. Et toi, qu'est-ce que tu as retenu? Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez apprécié cet épisode du podcast. Et dernière petite chose avant de vous laisser partir. Je souhaitais savoir s'il vous était possible de me mettre 5 étoiles sur iTunes ou de liker le podcast. Voilà. Ça aide toujours, ça fait du bien. N'hésitez pas à le partager d'ailleurs sur tous les réseaux sociaux que vous avez. Ça peut être utile à tout le monde. Et puis sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Salut, ciao.